Ok, merci beaucoup. Bienvenue à cette séance de jeudi qualité. J'espère que le son est bon et que tout le monde est en place, en ligne. Euh, je regarde ici si je suis bien connecté. Ok, je crois que nous sommes en ligne. Alors, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler des systèmes qualité pharmaceutique selon les lignes directrices ICHQ10. Je vais quand même préciser une certaine chose par rapport à cette ligne directrice ICHQ10. Mais auparavant, je vais donner mes avertissements concernant cette séance de présentation. Juste pour vous préciser que Vivado Global Performance et Cosimolé se sont donnés comme mission de faire chaque jeudi une présentation sur le système qualité. Et de cela, nous voulons vous réitérer que le contenu et la présentation de cette vidéo est entièrement sous la responsabilité donc de Mivado Global Performance et de son présentateur qui est Cosimolé et que nous détenons entièrement tous les droits d'auteur sur ce matériel. Donc, nul n'est autorisé à enregistrer, partager à des fins commerciales sans autorisation de Mivado Global Performance. Donc, vous allez voir que le matériel est protégé par droit d'auteur. Donc, merci. Vous pouvez télécharger les vidéos, l'utiliser à votre propre gouverne, mais ça ne doit pas servir comme un matériel commercial. Donc, parce que les connaissances qui sont ici sont disponibles à tout le monde et c'est comme ça que nous voulons partager les informations pour que les jeunes et ceux qui veulent se lancer dans la production pharmaceutique puissent avoir des éléments du matériel, des connaissances essentielles pour démarrer leurs activités. Voilà. Donc, sur ce, nous allons aller au vif du sujet, qui est le système qualité pharmaceutique selon les lignes directrices ICHQ10. Je vais juste faire un bref aperçu, un retour en arrière pour vous situer, parce que nous avons commencé le pharmaceutical development, c'est-à-dire le développement pharmaceutique avec ICHQ8. Et je vous avais dit que ce n'est qu'une partie introductive, hein, puisque ICHQ8, avant de comprendre ICHQ8, il est essentiel de voir certains éléments. Et la dernière fois, on a fait la gestion des risques, qui est ICHQ9, ok, la gestion des risques. Parce que ICHQ8 va retracer tout, va prendre en compte plutôt tout ce que nous avons vu par rapport à ICHQ9, c'est-à-dire la gestion de risque. Et en plus de cela, nous avons le système qualité qui va jouer un grand rôle. Donc, toutes les connaissances, toutes les lignes directrices, les bonnes pratiques qui sont énumérées dans cette ligne directrice qui est ICHQ 10 sera utilisée pour définir ou pour peaufiner le développement pharmaceutique. Donc, ce sont des lignes directrices qui sont liées, c'est-à-dire ICHQ 8, ICHQ 9 et ICHQ 10. C'est pour ça que je tiens à faire passer le message par rapport à ces lignes directrices avant d'attaquer le gros du dossier de ICHQ8. Vous voyez? Donc, ce sont des prérequis qui vont nous servir à comprendre le développement pharmaceutique en tant que tel. Donc, c'est pour ça que je fais des parenthèses pour parler de ICHQ9, gestion des risques, qu'on a vu le jeudi dernier. Et aujourd'hui, nous allons parler de ICHQ10 pour avoir d'autres informations par rapport au système qualité. Ce que je vais présenter aujourd'hui, ce n'est que le ICHQ10. Mais le système qualité en tant que tel, euh, ce n'est pas très différent de ce que nous avons vu dans d'autres présentations, dans d'autres lives de jeudi qualité, puisque j'avais fait un live de 1h30 sur le système qualité tout au début. Donc, ceux qui veulent avoir plus d'informations peuvent retourner dans
dans nos présentations, c'est sur YouTube essentiellement. Peut-être quelques-unes se trouvent sur Facebook, mais toutes les séries de nos présentations, etc., se trouvent sur YouTube. Vous allez voir Mivado Global Performance et puis vous allez les voir toutes là-bas. Donc, au moins ça, c'est sûr et certain. Donc, voilà ce que je voulais préciser comme information. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les principes fondamentaux, OK, pour garantir l'excellence pharmaceutique selon ICH Q10. Donc, encore une fois, ICH, c'est International Conference for Harmonization, c'est en anglais. Donc, et Q10, c'est la façon dont ils numérotent leurs lignes directrices parce qu'il y a plusieurs sections. Q, ça vient de qualité. Donc, ils ont des lignes directrices qui sont dans le chapitre de la qualité. Ils ont des lignes directrices qui sont dans le chapitre de safety, c'est-à-dire la sécurité. Donc, vous allez comprendre que ces lignes directrices vont prendre S quelque chose, etc. Donc, c'est une façon pour eux de numéroter leurs lignes directrices. Donc, vous pouvez aussi aller sur leur site web, ich.org, pour avoir plus d'informations sur cette organisation internationale qui fait de la réglementation pharmaceutique. Donc, les principes fondamentaux. Vous n'êtes pas sans savoir que la qualité est essentielle dans l'industrie pharmaceutique et les lignes directrices fournissent un cadre pour assurer l'excellence. C'est toujours que ce soit les BPF de l'UEMOA, les BPF de tout le monde entier, d'autres lignes directrices par rapport à la validation, développement pharmaceutique, etc. Ce sont des éléments qui sont là pour nous permettre de faire une bonne fabrication, un bon développement pharmaceutique. Ok. Donc, il faut, surtout ceux qui vont travailler dans le département de qualité, assurance qualité, contrôle qualité, sont obligés de connaître quand même la plupart, et même les affaires réglementaires et pharmacovigilants sont obligés de connaître les directives, c'est-à-dire les bonnes pratiques de fabrication, qui sont en fait euh, des, euh, des principes énoncés. Des fois, ce sont des lois, des fois, ce sont juste des lignes directrices ou des bonnes façons de faire qui vont nous permettre donc d'assurer, n'est-ce pas, la qualité du produit et la sécurité du patient. Ça, ce sont les deux éléments principaux qui sous-tendent les lignes directrices au niveau mondial et international. C'est-à-dire que un, on veut que le produit soit de bonne qualité. Et deux, on veut que le patient soit en sécurité. Même si, même, si- même si le patient est malade, on ne veut pas aggraver son cas. Donc, on veut le soigner. C'est ça le but. Donc, le produit pharmaceutique doit quand même assurer la sécurité du patient, ok, en soignant le patient, justement. Donc, aujourd'hui, nous allons explorer les principes fondamentaux de cette ligne directrice et leur application dans le système qualité pharmaceutique. OK? Donc, euh, qu'est-ce que nous allons voir concrètement? Nous allons aborder plusieurs aspects. Donc, en commençant par une introduction aux lignes directrices ICHQ10 et leurs objectifs. Ensuite, nous allons examiner la structure, OK, du système qualité pharmaceutique. Nous allons voir la gestion de la qualité et amélioration continue. Nous allons évaluer les risques et gestion des changements. Évidemment, comme on a vu l'évaluation ou bien tout un chapitre sur la gestion du risque le jeudi dernier, donc ça va être plus facile de comprendre. Ici, l'évaluation du risque que nous allons faire à travers ICHQ10. Et on va voir la performance et l'efficacité du système qualité. Comment assurer cette performance-là? Quels sont les mécanismes ou les moyens dont on dispose pour faire pour assurer cette performance? C'est très important. Et puis, voir quelques applications à faire, une application pratique et étude de cas. Donc, voilà ce que nous voulons, nous allons voir ce matin. Donc, c'est quoi c'est quoi le but et puis l'objectif de cette ligne directrice à CHQ10. Cette ligne directrice ont pour but, n'est-ce pas, de promouvoir une approche cohérente pour le système qualité pharmaceutique. Donc, ce sont des lignes directrices, OK, qui vont renforcer plutôt
l'importance d'une gestion proactive de la qualité pour assurer la sécurité et l'efficacité du produit. Euh, vous pouvez les nommer, hein, c'est-à-dire que on va émettre des lignes directrices pour assurer, pour amener tout le monde, tous les acteurs à adopter des comportements ou des façons de faire pareilles qui vont entraîner, n'est-ce pas, la qualité du produit. Donc, les lignes directrices vont établir des approches et des façons de faire, OK, pour que l'industrie pharmaceutique assure la qualité des produits et l'efficacité donc des procédés. C'est très important cette affaire parce que c'est toute une gestion et souvent vous allez voir que dans les entreprises, il y a toujours un département qualité. Ça prend différentes formes. Il y en a, c'est le département qualité, il y en a, c'est le département assurance qualité et le département contrôle qualité. Il y en a, bon, ils ont d'autres noms, mais en même temps, tout revient à un gros département de système qualité. Pourquoi on a ce département de système qualité? Évidemment, c'est pour assurer une gestion proactive donc, de la qualité. Et on va voir que l'ICH, justement, les lignes directrices ICHQ 8, qui est le Pharmaceutical Development, va parler de la qualité à travers la conception du produit. Donc, je vous amène tout doucement à comprendre la qualité à travers le processus de fabrication. Et je vais le redire encore aujourd'hui, la qualité ne se mesure pas. On va mesurer les paramètres de contrôle, les paramètres de qualité, mais la qualité elle-même, tu ne peux pas mesurer. La qualité, c'est la conformité aux exigences. OK? Ça ne se mesure pas. Donc, par contre, on va mettre des éléments en place pour assurer cette qualité-là. C'est quand toutes les spécifications, toutes les exigences, OK, que ce soit du produit, du procédé, etc., seront rencontrées. C'est en ce moment-là qu'on va parler de la qualité. OK? Donc, il faut bien intégrer cette notion de qualité par la conception. Donc, cela dit qu'à chaque étape, vous devez mesurer la qualité, vous devez assurer la qualité à travers vos déplacements, à travers vos manipulations, à travers la fabrication du produit. Donc, ce sont des éléments essentiels à prendre en compte. Évidemment, si on fait tout ça, on va assurer l'efficacité et la sécurité du produit. Non, ça, on n'en demande pas mieux. OK? Donc, c'est pour ça qu'on dit toute la réglementation au niveau pharmaceutique va se résumer à quoi? À assurer la sécurité et l'efficacité du produit et assurer aussi la sécurité du patient parce que c'est très important. Au niveau des principes fondamentaux du système qualité pharmaceutique, il est essentiel de, de noter que euh, ça va nous prendre donc un engagement ferme. OK? Je dis un engagement ferme au niveau de l'amélioration continue donc de notre système qualité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on doit revoir à chaque fois. C'est un système dynamique, le système qualité dans une entreprise pharmaceutique. C'est un système qui ne dort jamais. OK? C'est un système qui fonctionne, qui roule, qui travaille tout le temps. Parce que une fois qu'on a, à moins que on n'a pas d'entreprise pharmaceutique, mais aussi longtemps qu'on a une entreprise pharmaceutique et qu'on a de l'activité, le système qualité fonctionne toujours. Et pour ce faire, il faut assurer son amélioration parce que nul n'est pas fait au premier jour, hein, même au dernier jour. Donc, ça prend de l'amélioration continue qui est un engagement, OK, envers la société, envers les patients, envers les agences de réglementation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a toujours au niveau des agences de réglementation des inspections des installations. Donc, il y a soit le gouvernement ou l'agence de réglementation pharmaceutique va procéder à ce qu'on appelle des inspections pour vérifier la conformité de votre usine, pour vérifier la conformité de votre système qualité, pour vérifier tout ce que vous avez mis en place pour le développement pharmaceutique, conformément aux lignes directrices
et aux lois et règlements qui existent. OK? Et je vous ai déjà dit que les BPF sont des lois. Dans tous les pays, ce sont des lois, hein. Il n'y a pas un pays qui n'a pas une loi qui ne dicte pas les bonnes pratiques de fabrication. Donc, dans tous les pays, tous les coins de la Terre, quand on parle des BPF, c'est toujours une loi. Ce n'est pas quelque chose que, c'est pas un choix en fait. Donc, aux États-Unis, tu peux aller en prison avec ça parce que tout ce qui concerne les BPF aux États-Unis est de l'ordre du criminel. Donc, tu vas à la cour pénale, comme on dit. Mais dans certains pays, bon, le- tu vas, ce sont des amendes, c'est le droit civil, enfin, etc. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et vous devez savoir ça. Donc, quand vous vous lancez dans ce genre de choses, vous avez une responsabilité vis-à- -vis de la loi qui est les BPF. Donc, c'est important de savoir ça. Ensuite, à travers euh, notre amélioration continue du système qualité, nous devons assurer une certaine gestion de risque. Donc, on a vu jeudi dernier. Donc, ça nous permet de classifier, d'ordonner tous les éléments, tous les problèmes qui vont survenir et de les classifier selon leurs priorités, selon leur criticité, en fait. Donc, et apporter des solutions à ces problèmes-là. Et souvent, on va dire que la solution qu'on va apporter va dépendre de la gravité donc, du problème ou du risque. Donc, la solution doit être proportionnelle à la gravité oui, c'est ça, à la gravité ou à la sévérité donc, de ce risque-là. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la gestion de risque prend essentiellement prend en compte trois éléments essentiels. Un, donc la probabilité que l'événement malheureux survienne. De deux, son impact, c'est-à-dire sa sévérité, c'est quoi les conséquences de ces événements-là. Et trois, est-ce que c'est détectable? OK? Donc, il y a la probabilité, la sévérité et la détectabilité. Donc, ça fait trois éléments essentiels qui composent la gestion de risque. Et vous devez mettre ça en pratique pour pouvoir élaborer ce qu'on appelle un plan de gestion de risque ou alors un registre de risque qui vous permet de suivre vos activités au fur et à mesure et de prendre des mesures nécessaires au fur et à mesure. Pourquoi ça prend une gestion de risque efficace, un plan ou un registre de risque? C'est parce qu'on ne veut pas être surpris par des événements ou des accidents. Donc, tout comme l'automobile, lorsqu'on achète une automobile, c'est obligatoire de souscrire à une assurance pour prévenir, n'est-ce pas, les accidents et puis les effets de ces accidents-là. C'est la même chose ici en pharmaceutique. Lorsqu'on demande une activité pharmaceutique, il faut aussi définir ou élaborer ce que nous appelons notre plan de gestion des risques et avoir des solutions à certains risques connus. Parce que les risques, aussi, il y a différentes sortes de risques. Il y a des risques connus, ok. Il y a des risques inconnus, ok. Il y a des risques qui sont même pas, ouais, qui ne sont même pas prévisibles. Donc, des événements peuvent survenir comme ça, ok, sans avertissement. Donc, il faut être prêt à réagir tout de suite avec une certaine résilience. Donc, ça, c'est important. On ne nous dit pas d'être 100% prêt ou bien 100% correct avec ces éléments-là. Non. Le- les agences de réglementation, les législateurs ou les vérificateurs veulent simplement avoir euh, des éléments qui sont disponibles, qui sont concrets pour pouvoir ok, travailler là-dessus. Parce que c'est pour ça qu'on veut une amélioration continue aussi par rapport à tous ces systèmes-là. Parce qu'on sait qu'on ne sera pas prêt, on ne sera pas à 100% correct avec des éléments ou les différentes gestions qu'on va faire. Donc, mais minimalement, il faut avoir les développer et les suivre.
Donc, et dire que les responsabilités au niveau de la qualité, c'est pas simplement le directeur de qualité ou les gestionnaires du système qualité qui sont responsables. Donc, au niveau de la qualité, c'est tout le monde est responsable de la qualité. Oui, il y a des responsables qui vont gérer le département de la qualité, mais au fait, c'est l'ensemble de l'entreprise ou du personnel ou l'équipe de travail qui vont assurer la qualité des installations, la qualité du procédé, la qualité de la documentation, la qualité du produit et finalement la sécurité du patient. Vous voyez? Donc tout ça se définit au niveau des politiques qualité des entreprises pharmaceutiques et on essaye de partager l'information. Donc, tous les acteurs impliqués jouent un rôle dans le maintien de la qualité, soulignant l'importance de la responsabilité partagée. C'est ça, ça veut dire. Donc, tout le monde est appelé à faire de la qualité, c'est-à-dire que lorsque vous faites un travail, vous devez bien faire le travail. C'est ça, ça veut dire. Et le travail que vous faites doit rencontrer les spécifications, les exigences attendues. C'est ça la qualité. Donc, si vous bâclez un travail parce que on ne vous voit pas, parce que vous faites ça en catimini et que vous dites, bon, moi, je m'en fous, mais vous êtes en train de nuire à votre produit, vous nuisez à votre entreprise, etc., etc. Donc, l'impact sera plus dramatique au niveau du produit, au niveau de l'entreprise que votre salaire que vous allez avoir à la fin de l'année ou du mois. Donc, c'est essentiel que tout le monde soit responsabilisé au niveau de cette qualité-là. Parce que, je le dis encore, la qualité ne se mesure pas. La qualité, c'est la conformité aux exigences. Il y a même certaines qui vont définir la qualité comme étant euh, bien faire le travail lorsqu'il n'y a personne qui surveille. OK? Donc, on dit, bon, il faut surveiller les gens sur les chantiers, etc., etc. C'est bien. Mais si vous voulez faire de la qualité, chacun doit savoir chacun doit être responsable de ses actes. OK? On est responsable de ses actes. Ensuite, on doit s'assurer de bien faire son travail. C'est-à-dire, le travail doit rencontrer les exigences attendues, les spécifications qui ont été approuvées au départ. Donc, ça, c'est tellement important que c'est ce que nous devons mettre en pratique pour avoir une bonne gestion de la qualité. Nous allons parler maintenant du contexte réglementaire global. OK? Euh, c'est vrai que au niveau de ICHQ 10, vous allez voir que c'est une ligne directrice ou ce sont des lignes directrices très importantes dans le système pharmaceutique international. Je vais dire ça comme ça parce que on veut, on veut que les gens s'approprient ces lignes directrices, les mettent en pratique. OK? Donc, les lignes directrices ICHQ 10 euh, vont jouer un rôle crucial, essentiel, OK? Car ils s'inscrivent dans un cadre international. Elles sont harmonisées avec d'autres réglementations pour garantir la qualité à l'échelle mondiale. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose, c'est pas parce que c'est aux États-Unis ou en Europe que ça se développe avec des grands groupes ou les grandes agences de réglementation que d'office, non, ICH veut se voir être quelque chose d'international. Donc, c'est mondial. D'ailleurs, c'est pour ça que le titre, c'est International Conference for Harmonization. Donc, il y a International Conference pour l'harmonisation. Donc, on veut harmoniser les pratiques. Et vous allez voir que la plupart de ces lignes directrices sont adoptées par différentes agences de réglementation à travers le monde. Et même aux États-Unis, ils vont adopter toute la réglementation de ICH. Pourquoi? Parce qu'ils contribuent à développer ces lignes directrices-là. Ce sont des gens, que ce soit les États-Unis, le Canada, l'Europe, Mexique, Brésil, tout ça là, tout ce monde-là, Japon, Chine, et se mettent ensemble pour développer ces lignes directrices. Donc, quand les experts se rencontrent et développent quelque chose, ça doit être bon. Je ne dis pas que c'est parfait, je dis ça doit être bon. Maintenant, je sais qu'ils ont aussi leur méthodologie de mise à jour de ces lignes directrices. Cela veut dire qu'ils sont conscients de l'affaire que euh, nul n'est parfait. Donc, s'ils ont des mécanismes euh, pour mettre à jour leur système,
C'est parce que ça demande beaucoup d'éléments et, et d'informations. Donc, vous allez voir que, bon, puisque on est dans un cadre international, le cadre international des lignes directrices assure une harmonisation entre différentes réglementations pour une meilleure conformité. OK? Et c'est très important de le souligner qu'à l'échelle mondiale, mais, la qualité reste la qualité. OK? On veut assurer, puisque maintenant, aujourd'hui, les produits pharmaceutiques vont voyager d'un continent à un autre, d'un pays à un autre. Donc, s'il n'y a pas cette harmonisation au niveau des pratiques pharmaceutiques, ça serait quand même très ardu de, euh, de s'assurer de la circulation des médicaments. Donc, avec ces lignes directrices, on assure que toutes les lois et règlements ou toutes les lignes directrices à travers le monde soient harmonisées et que chacun adopte les mêmes principes. Cela favorise le contrôle et la mise en marché des produits à travers tous les marchés que, que nous connaissons, que ce soit le marché africain, le marché asiatique, le marché européen ou le marché nord-américain et sud-américain. Donc, ce sont des éléments qui sont, c'est des directrices-là, je veux dire, qui sont disponibles et que c'est gratuit. Hein, vous pouvez aller télécharger et puis le lire chez vous tranquillement, sans problème. Hein, ce sont des lignes directrices qui sont gratuites quand même. Donc, il n'y a pas de secret là-dessus. C'est publié sur leur site web, ich.org. Vous pouvez, les curieux peuvent aller voir et télécharger. Il y en a plein, hein, mais ils ont développé beaucoup de lignes directrices. Donc, c'est très intéressant de voir ça. Et à travers ça, il y a ce que nous appelons les lignes directrices ou les guidance euh, qui sont d'ordre national. Donc, il y a des agences qui vont développer pour leur pays des lignes directrices. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte et à intégrer dans notre système qualité. Alors, comment se structure le système qualité pharmaceutique selon ICH? Euh, En fait, c'est- vous allez voir que les éléments au niveau de ICH Q10 incluent les processus documentés. Donc, les processus documentés sont essentiels pour assurer la conformité et la répétabilité dans la fabrication pharmaceutique. Et lorsqu'on a vu les BPF, vous êtes si vous vous rappelez, on a dit au niveau du BPF, tout doit être documenté. Ce qui n'est pas documenté est considéré comme une fraude et ce qui est documenté doit être exécuté, etc., etc. Donc, c'est essentiel de documenter les affaires en pharmaceutique. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. OK? Si vous mettez 20 grammes dans 10 millilitres d'eau, OK, vous devez mettre ça dans vos cahiers de laboratoire que vous avez mis 20 grammes dans 10 millilitres d'eau. Si vous avez 10,1 grammes, il faut écrire que c'est 10,1 grammes. Mais aussi, au niveau des laboratoires, ça prend des protocoles d'analyse. Il faut que le protocole d'analyse soit développé, soit documenté sur papier et approuvé avant d'être exécuté. Voici quelques éléments pour expliquer la façon dont le processus doit être documenté. OK? Donc, rien n'est fait au hasard, rien n'est fait, ah, je pense que non. En pharmaceutique, il n'y a pas de je pense que. On doit s'assurer que les choses soient faites. OK? En pharmaceutique, on s'assure que ça soit fait. On ne pense pas que c'est fait. Donc, ou on ne croit même pas que, puisqu'on ne sommes pas, un, on ne pense pas, deux, on ne croit pas. OK? Donc, ce qu'il faut faire, c'est de s'assurer que c'est fait, avec évidence, avec preuve à l'appui. Et lorsqu'on fait les inspections pharmaceutiques, c'est ce qui se passe. Inspection pharmaceutique, il y en a qui vont dire audit le système pharmaceutique, c'est la même chose, audit, inspection, sauf que audit, c'est par rapport à la norme ISO. Euh, donc, ils vont parler d'audit, mais au niveau des agences de réglementation pharmaceutique, ces agences-là vont parler des inspections. OK? Inspection des systèmes de contrôle, inspection de l'usine, etc., etc. Donc, c'est important de s'assurer que le processus soit documenté. Et ça, c'est pour ça qu'on a un département d'assurance qualité qui va documenter, qui va prendre en charge toute la partie documentaire du système
pour éviter que des choses ne soient faites au hasard tout en pensant, tout en croyant que. C'est ça. Donc, encore une fois, on voit que les responsabilités doivent être définies. Donc, chaque personne, chaque personnel doit avoir une responsabilité bien dédiée. OK? Et ça, c'est documenté aussi. Si vous êtes analyste au niveau de laboratoire, vous avez une description des tâches qui vous responsabilisent de ce que vous allez faire, de votre tâche, de votre responsabilité, etc. Ainsi de suite. Si vous êtes opérateur sur une ligne de conditionnement ou d'emballage, vous allez avoir aussi une responsabilité au niveau du système qualité, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Donc, ça prend des ressources adéquates, c'est-à-dire du personnel qualifié. OK? Donc, c'est pas des gens au hasard qu'on va aller choisir pour intégrer notre système de production pharmaceutique. Nous avons besoin des ressources adéquates, du personnel adéquat, y compris le personnel, la technologie, les équipements qui sont nécessaires pour maintenir un système qualité fonctionnel. Parce qu'on ne peut pas prendre un bazooka pour tuer une mouche. Ça, c'est ce qu'on dit généralement. Donc, le bazooka n'est pas adapté pour attraper les mouches. Vous voyez? Donc, si on veut attraper une mouche, ça prend des pièges à mouches dédiés ou alors un ruban adhésif avec insecticide, en tout cas. Il y a plusieurs d'autres choses là qu'on peut utiliser pour attraper une mouche. Donc, mais un bazooka ne peut jamais attraper une mouche ou tuer une mouche. Donc, vous allez faire plus de dégâts qu'il en faut. Donc, ce sont des exemples palpables qui viennent expliquer pourquoi on parle de avoir du personnel adéquat, des technologies, des équipements qui sont dédiés, qui sont adéquats et qui sont nécessaires pour maintenir un système de qualité. Vous voyez, donc, ce sont des éléments essentiels qu'il faut toujours avoir sur place. Donc, c'est important de penser et de designer, ou bien de concevoir plutôt en bon français, le système qualité qui nous ressemble, qui ressemble à notre production pharmaceutique, qui ressemble à notre développement pharmaceutique, qui ressemble aux produits que nous fabriquons. Donc, vous n'allez pas mettre en place un système qualité euh, de la production de vaccins pour gérer la qualité donc, des comprimés d'aspirine. Ça ne marche pas. Donc, c'est deux produits différents qui ont besoin de deux systèmes qualité différents, toujours basés sur ICHQ10. C'est pour ça le système, les lignes directrices sont flexibles. Ils sont développés pour être flexibles et applicable à tous les types de produits pharmaceutiques qui existent sur cette terre. OK? Donc, ce sont les acteurs qui vont développer leur système qualité pour rencontrer les exigences de leurs produits et non le contraire. OK? Donc, étant donné qu'il y a une multitude de produits pharmaceutiques et une multitude de différentes sortes de produits pharmaceutiques, on ne peut pas avoir différentes lignes directrices pour chacun de ces produits-là. Donc, il y a une seule ligne directrice, un seul document BPF avec des annexes qui vont définir peut-être les spécificités donc, de certains produits. À part ça, on ne va pas multiplier les lignes directrices pour rencontrer spécifiquement les produits pharmaceutiques qui existent. Donc, ça n'existe pas. Donc, mais par contre, les entreprises, les entités de fabrication peuvent développer leur système qualité pour rencontrer les exigences de leurs produits et assurer une meilleure qualité de leurs produits. Au niveau de la gestion de la qualité elle-même, au niveau de l'organisation, c'est sûr que vous allez voir que c'est un système intégré. Un système intégré à tous les niveaux de l'organisation. Ça, c'est important. Parce que dans une entreprise, à part l'administration qui ne sera pas prise en compte au niveau de la qualité, tous les autres départements seront concernés. Ok, c'est pour ça qu'on parle d'un système intégré. Euh, mais par contre, les ressources humaines sont obligées de respecter les exigences des BPF. Et ce sont les responsables de la qualité qui vont décrire toutes ces exigences-là au niveau
de la qualité du personnel, enfin au niveau des exigences requises pour le personnel. Vous allez voir, dans le chapitre précédent, on a vu que ça prend des ressources adéquates, y compris le personnel. Alors, ça prend des définitions claires au niveau des requis. Par exemple, on peut dire que les gens ont besoin d'avoir un minimum un bac, ou alors d'avoir un minimum une connaissance en BPF, ou d'avoir des expériences de 2 à 3 ans dans le milieu pharmaceutique d'abord, etc., etc. Donc, tout ça là, ce sont des exigences que les responsables des ressources humaines vont mettre en pratique pour aller embaucher le personnel pharmaceutique. Donc, c'est sûr que si vous suivez ce genre d'informations dans le domaine pharmaceutique, etc., ne pas perdre de vue que ce genre d'informations, vous devez le mettre sur votre CV. Donc, il faut préciser, donc je dis des formations certifiantes, hein, donc que vous pouvez démontrer avec preuve que vous avez suivi. Donc, si vous suivez nos présentations jeudi qualité, ça ne vous donne pas une certification. Donc, vous ne pouvez pas démontrer que vous avez suivi une formation auprès de Miva de Global Performance. Ça n'existe pas, ça. Donc, si vous voulez avoir une preuve comme quoi vous avez suivi une formation chez Mivado Global Performance, il faut que vous ayez une attestation de formation ou une certification auprès de Mivado qui dit, OK, voici telle personne a suivi chez Mivado Global Performance une formation sur tel sujet et voici la certification. Donc, tout comme le système qualité, ça prend des évidences, ça prend des preuves. OK? Il n'y a rien qui soit dit sans preuve en système qualité. Donc, tout doit être documenté. C'est pour ça qu'on dit tout doit être documenté. Donc, c'est ça la documentation dont on parle. OK? Il faut prouver les choses. Donc, la gestion de qualité doit être intégrée à tous les niveaux de l'organisation pour assurer une efficacité maximale des normes de qualité et ce qui va contribuer à une culture qualité, je dirais, nécessaire ou exemplaire. Ensuite, il y a le rôle des employés. Okay? Chaque employé joue un rôle crucial dans le maintien des normes de la qualité, ce qui renforce l'engagement de l'équipe. Ne pas hésiter faire, euh, à faire participer vos employés donc, dans la chose qualité. C'est important. Comme je viens de le dire, les rôles seront définis, chacun va assurer une tâche, chacun va participer à une activité dans l'entreprise et va assurer une partie de la qualité donc du produit. Donc, c'est essentiel que à tous les niveaux, les gens sachent exactement ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur rôle et quelles sont les activités qu'ils doivent faire et c'est quoi ils ne doivent pas faire au niveau donc du système qualité. Tout cela va nous conduire à ce que nous appelons une culture qualité. Et c'est essentiel de développer cette culture qualité-là au niveau de l'entreprise. Parce que c'est ça qui va déterminer un peu la vision de l'entreprise. Euh, Lorsqu'on bâtit la vision, on bâtit aussi en même temps dans cette vision que le personnel ou l'entreprise vise une certaine qualité vis-à-vis du patient ou des autorités de réglementation. Mais ce qui est sûr, nous l'avons déjà dit, la sécurité du patient, la qualité du produit sont des éléments essentiels au niveau de cette gestion de la qualité-là. Ne pas perdre de vue cet aspect-là. C'est très, très, très important. OK? Donc, on doit à chaque fois, à tous les niveaux, promouvoir la qualité. Et c'est grâce à cette culture qualité-là que nous allons développer notre produit pharmaceutique qui va rencontrer les exigences ou les standards de très haut niveau et finalement avoir toutes les licences, les autorisations de mise en marché, etc., etc. Donc, ça contribue donc, le système qualité va contribuer à avoir ou à asseoir notre notoriété sur le plan qualité. C'est très important. Au niveau de l'approche basée sur le cycle de vie, je crois qu'on avait déjà parlé du cycle de vie. Euh, donc, un cycle de vie, c'est-à-dire que tout produit a un cycle de vie. Et donc, ça part de l'étape donc du développement, ok, de la conception, jusque sur en passant par la fabrication, la mise en marché
la commercialisation et après, lorsque le produit est discontinué. Donc, c'est tout ce cheminement-là qu'on va appeler cycle de vie finalement, parce que vous allez comprendre qu'il y a certains produits qu'on fabriquait dans les années 70 qu'on ne fabrique plus aujourd'hui. Cela dit que ces produits sont arrivés au terme de leur cycle de vie. OK? Tout simplement. Donc, ces produits sont discontinués, donc on ne les fabrique plus parce que peut-être qu'ils font pas très bien, ils sont pas efficaces, peut-être qu'on a vu que ça cause d'autres, des effets secondaires qui sont plus difficiles à contrôler que l'effet premier donc du médicament, etc., etc. Donc, on doit anticiper sur les défis dès le développement et permettre d'assurer une qualité constante tout au long donc de la vie du produit. Et ça, grâce au système qualité, on peut assurer euh, cette, on peut assurer la qualité à travers le cycle de vie du produit. C'est essentiel. Donc, notre approche au niveau du système qualité doit être basée sur la connaissance donc du produit et à travers le temps, tout simplement. OK? Donc, c'est ce qu'on veut avoir. Ensuite, on doit gérer à chacune des étapes du cycle de vie la qualité. OK? Comme je le disais tantôt, que la qualité ne se mesure pas, mais donc à chaque étape du cycle de vie, nous devons assurer une certaine qualité et que cette qualité-là doit être un succès permanent. OK? S'il y a un défaut, s'il y a des changements, on doit le documenter, corriger les défauts et remettre le produit sur le marché. C'est comme ça se passe. Donc, c'est une surveillance constante, puisque tantôt, je vous avais dit que ça prend ce qu'on appelle euh, une vérification régulière au niveau du système qualité et que la qualité ne se mesure pas et que ça se bâtit dans le développement du produit pharmaceutique. C'est ça, c'est pareil. Donc, gérer la qualité à chaque étape du cycle de vie est crucial pour le succès du produit sur le marché, tout simplement. Donc, à chaque étape, on doit assurer la qualité durant tout le cycle de vie du produit. Ensuite, ce qui va nous permettre d'avoir une distribution efficace, évidemment. Donc, une bonne distribution garantit que le produit atteint les consommateurs avec la qualité prévue. Vous voyez? Donc, même au niveau de la distribution, la qualité va jouer son rôle parce que vous imaginez des vaccins qui doivent être gardés à température peut-être moins 10 degrés. OK? Et effectivement, les vaccins à base de protéines ou de mRNA ne doivent pas être chauffés. Donc, il y a une certaine température à laquelle ces vaccins doivent être maintenus. Donc, si lors de la distribution, on fait entorse à la température de conservation, il se peut qu'on dénature ces protéines-là qui sont dans les vaccins et que d'office, les protéines, enfin, les protéines, les vaccins ne seront plus efficaces. Vous voyez, parce que les protéines sont dénaturées. Donc, c'est pour ça que même au niveau de la distribution du produit, la qualité intervient pour s'assurer, puisque la distribution du produit fait partie du cycle de vie du produit finalement. Donc, c'est une étape qui, au niveau de ce processus-là, au niveau de ce phénomène de cycle de vie, donc on doit assurer la qualité même lors de la distribution. Et même après, n'oublions pas qu'il y a la pharmacovigilance qui vient vérifier si tout est bien, s'il n'y a pas d'effet indésirable, s'il y a un effet désirable, est-ce que c'est connu, c'est déclaré, etc., etc. Donc, c'est une approche globale qui va assurer donc la sécurité du patient. Gestion de la qualité et amélioration continue, c'est notre prochain chapitre. Lorsqu'on met un système de gestion de la qualité en place, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui se fait au hasard. Parce qu'on doit connaître le produit. Deux, on doit savoir
pourquoi on met en place notre système qualité, à quoi ça va servir ou à quoi ça sert. Euh, donc, on doit avoir une certaine connaissance vis-à-vis du produit pour pouvoir mettre en place un système qualité adéquat. À chaque fois que on fait ça, on fait une certaine planification donc de notre qualité. Tout comme on fait une planification de production, les deux vont ensemble. Lorsqu'on planifie une production, automatiquement, il y a tout le système qualité qui suit. Donc, la planification, euh, le processus de gestion de la qualité va impliquer la planification. Donc, l'exécution, le suivi et la révision des systèmes de qualité. C'est une approche systématique, OK, qui permet d'identifier les domaines et améliorer et, et- et une conformité continue. Ça permet aussi d'assurer une conformité continue. Donc, lorsqu'on dit que notre système qualité sera déroulé de telle ou telle façon, c'est-à-dire on va avoir ce qu'on appelle la politique qualité, on va avoir ce qu'on appelle les procédures, on va avoir les documents, les formulaires, etc. d'enregistrement au niveau de notre système qualité, c'est bien, mais ce système qualité doit être perfectionné, OK, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Donc, les gens de l'assurance qualité vont mettre en place un certain système qui leur permet d'assurer cette continuité-là. Donc, c'est ça que nous appelons la planification de la qualité. Donc, tout simplement. Parce que c'est une approche, hein, c'est une approche systématique, tout simplement, qui va permettre d'identifier les domaines à améliorer, quels sont euh, je vais dire, les mises à jour que nous devons faire. D'ailleurs, ne pas perdre de vue que même au niveau des agences de réglementation, des fois, il y a des mises à jour au niveau des règlements ou de la loi. Donc, il faut toujours être à l'écoute, faire une veille réglementaire pour s'assurer que toutes les mises à jour qui interviennent au niveau des agences de réglementation sont tenues en compte au niveau de notre usine ou de notre entité de fabrication. Donc, c'est très important de faire une certaine planification à ce niveau-là. Donc, normalement, les, au niveau de l'exécution des systèmes qualité, donc, nous allons intégrer des processus qui sont en fait des procédures de qualité qui vont établir des plans et assurer ainsi la conformité aux exigences, tout simplement. Euh, Ceux qui sont dans le système qualité connaissent très bien comment ça se passe. Ils ont des procédures en place, ils ont des processus en place qui leur permettent d'assurer la mise à jour, d'abord la planification et la mise à jour du système qualité. Parce que tantôt, j'ai dit, c'est un système dynamique. Ce système qualité ne dort pas. OK? C'est toujours en constante évolution et en constante mise à jour. Donc, il faut tenir compte des réalités du terrain et tenir compte de la connaissance du produit. En fait, tout cela est basé sur la connaissance, hein, et la gestion des connaissances. La gestion des connaissances, un, de l'entreprise, la gestion des connaissances, deux, du produit, la gestion de connaissances, trois, du personnel, la gestion de connaissances, quatre, donc des procédés ou des équipements. Donc, à chaque fois, il y a une gestion de connaissances à faire. Et un équipement, on doit connaître son équipement, tout comme une voiture, on doit connaître sa voiture. On sait que la voiture répond de telle façon. Donc, la conduite doit être adaptée à la connaissance qu'on a de la voiture ou du vélo, etc. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, cette gestion de connaissance de tout le système de la production du produit, etc., vont déterminer la performance de notre système qualité. Et c'est indéniable. Les deux sont liés, très solidement liés. Donc, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Donc, c'est pour ça que la mise en place du système qualité répond aux exigences réglementaires d'une part, mais aussi aux exigences du produit, des équipements, du personnel, etc. Donc, c'est à retenir. Au niveau des outils et techniques pour faire ce genre d'amélioration continue, peut-être qu'on va ouvrir, je vais faire un live sur ces éléments-là, mais aujourd'hui, je vais les brosser
puisque c'est pas le sujet du jour. Donc, il faut peut-être que vous les connaissez déjà, ce fameux la roue de Deming. La roue de Deming, qui dit Plan Do Check Act. Donc, c'est la méthode PDCA, communément appelée. Donc, est un outil clé pour structurer le processus d'amélioration continue. Elle permet de planifier, exécuter, vérifier, ajuster les actions pour garantir les résultats efficaces. Donc, la roue de Deming, Plan Do Check Act, va permettre donc d'assurer une certaine euh, qualité de mise à jour ou d'amélioration continue donc de notre système qualité. C'est important de savoir. Donc, on reviendra là-dessus. Je vais faire des lives, enfin, une ou deux présentations sur ces éléments-là. Nous avons ce que nous appelons Six Sigma. Ce sont des méthodologies ici. Six Sigma est une méthodologie qui vise à réduire la variation et à améliorer la qualité des processus. Elle utilise des outils statistiques pour identifier et résoudre les problèmes de manière durable. Donc, le Six Sigma, c'est c'est connu hein, généralement dans le monde et vous pouvez peut-être, pas, contrairement à la méthode PDCA, qui est un outil très simple, Six Sigma est plus compliqué. Il y a même de la certification qu'on peut avoir là-dessus. D'ailleurs, moi-même, je suis certifié Six Sigma ceinture noire. Donc, c'est toute une méthodologie complexe, mais facile à assimiler quand même, avec persévérance et endurance. Donc, c'est, c'est, c'est une méthode qui permet de réduire la variabilité. Il y a la méthode Lean. Lean qui veut dire nettoyer, éviter les rebuts, enfin, comment on appelle ça? Waste. Les, En anglais, c'est waste. En français, c'est quoi? Ah, je perds mon latin. Euh, waste, le gaspillage, voilà. Donc, Lean Six Sigma permet de réduire le gaspillage et non, la méthodologie Lean permet de réduire le gaspillage et Six Sigma permet de réduire les variations à travers le procédé. OK? Donc, les deux ensemble, ça fait Lean Six Sigma. Donc, ce qui est très essentiel et important plutôt pour faire de l'amélioration continue. Est-ce qu'on a un autre? Oui, identification des problèmes, c'est vrai. Ces outils et techniques aident à identifier les problèmes critiques au sein des processus, facilitant ainsi la recherche de solutions durables et efficaces, évidemment. Donc, ça, c'est tout ce que nous appelons amélioration continue. Il y a d'autres méthodologies, hein. Il y a les 5 S. OK? Il y a la méthodologie 5S qui permet aussi de faire de l'amélioration continue. Au niveau des rôles et responsabilités dans le système qualité, si nous voulons aller plus loin au niveau des rôles, on peut dire que chaque membre de l'organisation a un rôle spécifique dans le système qualité. Clarifier ses responsabilités est essentiel pour assurer une collaboration efficace et la mise en œuvre donc, des normes de qualité. Euh, donc, ça rejoint ce qu'on avait dit auparavant, comme quoi chacun a joué un rôle essentiel dans le système qualité, que la qualité, c'est l'affaire de tout le monde, etc., etc. Donc, c'est pour ça que nous insistons là-dessus, sur cette diapo, pour dire que la qualité, c'est l'affaire de tout le monde. Chaque membre doit jouer un rôle essentiel. On doit clarifier les responsabilités. Chacun doit savoir quelles sont ses responsabilités plutôt vis-à-vis donc de la fabrication, du développement pharmaceutique et du système qualité. Et ça doit prendre une collaboration entre tous les acteurs. Donc, un travail d'équipe, en fait. C'est ça qui va permettre que nous ayons un système qualité digne de ce nom qui répond aux aspirations de nos procédés, euh, qui répond aux exigences réglementaires et qui répond donc à la sécurité des patients. Donc, voilà. Une autre étape ici, c'est l'étape de évaluation des risques et gestion des changements.
C'est un élément essentiel qui a été couvert aussi dans SISQ 10. Mais essentiellement, nous l'avons vu le jeudi dernier, que la gestion des risques est une méthodologie générale complexe, mais facile à comprendre aussi, euh, avec ses différentes étapes, etc., etc. Euh, donc, le principe de l'évaluation des risques, on l'a vu hein, en long et en large, mais ça commence d'abord par l'identification des risques. Donc, il faut identifier les risques. On l'a dit, il y a des risques connus, il y a des risques non connus. Mais le but, l'exercice, c'est d'identifier quand même la plupart des risques qui peuvent survenir, que ce soit au niveau de la documentation, au niveau du système qualité, au niveau des procédés, au niveau des équipements, au niveau du produit, au niveau du transport, au niveau de la commercialisation. Non, mais dans tous les secteurs où la qualité intervient, on doit être capable de définir le risque ou d'identifier les risques pour pour chacune des étapes qui est du processus. C'est important. Donc, ce qui permet de réduire les effets négatifs ou, euh, je dirais, les non-conformités au niveau du produit, au niveau du procédé. Ensuite, une fois que le risque soit identifié, il faut analyser ce risque-là. Donc, l'analyse de risque va se reposer sur trois éléments essentiels, on l'a déjà dit. Donc, la probabilité, OK, que le risque survienne, l'impact ou la conséquence, si le risque survenait, c'est quoi les dégâts que ça va faire, et aussi la détectabilité. Ce sont les trois éléments essentiels donc, qui vont permettre de faire l'analyse de risque. OK? Ensuite, on évalue le risque par rapport à la connaissance, voilà, à la connaissance dont on dispose, c'est-à-dire l'évaluation des risques permet de classer les risques selon leur gravité et de prioriser les actions nécessaires pour atténuer ces risques-là. Donc, on prend un risque, on dit, bon, on analyse, c'est quoi la probabilité que ça survienne? OK, est-ce que c'est très probable ou moyennement probable ou c'est pas probable du tout? Donc, si ça survenait, c'est quoi l'impact? Est-ce que c'est grave, c'est très grave ou c'est dommageable? En tout cas, je donne des choses comme ça au hasard. OK. Est-ce que c'est détectable? Est-ce que le risque, on peut détecter le risque? Des fois, c'est oui, des fois, c'est non. Donc, selon les critères. Ensuite, on va évaluer ce risque-là. Si ça survient, voici l'impact. Cet impact-là, comment est-ce qu'on peut le réduire? OK? Ou comment est-ce qu'on peut l'éviter? Donc, avec des actions concrètes qu'on va mettre en place. Donc, une fois qu'on fait ça, on voit que toute la gestion de risque est contrôlée. On est en contrôle de notre risque et on peut subvenir on peut répondre à ce risque si le risque arrivait à se produire. Donc, souvent, les risques, ça peut être positif, ça peut être négatif. OK? Les risques positifs, ce sont des risques qui vont dans notre avantage ou dans l'avantage de la fabrication de produits ou du développement pharmaceutique. Les risques négatifs vont souvent ralentir le procédé, bloquer le procédé, nous conduire à des non-conformités. Donc, il faut bien le savoir que ce sont des éléments que nous devons contrôler à chaque fois. Donc, même si c'est le risque est positif, on doit quand même anticiper les dégâts, enfin pas les dégâts, mais les conséquences de ce risque-là. Est-ce qu'on dépasse les normes ou on peut dépasser jusqu'à être en non-conformité ou alors qu'est-ce qui se passe? Donc, à chaque fois, il faut essayer d'analyser et voir comment est-ce qu'on peut remédier au risque. Ensuite, il y a ce que nous appelons des changements. Dans ICQ 10, gestion de la qualité, nous avons ce que nous appelons le processus de changement à travers notre système qualité. Donc, c'est important. C'est-à-dire qu'on dit souvent qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais ici, le changement dont on parle, c'est que lorsqu'on fait la production pharmaceutique, c'est sûr qu'il n'y a rien qui soit figé. OK? Donc, il peut arriver qu'on fasse des changements au niveau de la procédure, des changements au niveau même de la réglementation. Lorsqu'il y a la réglementation, il y a des mises à jour de la réglementation. Et on doit être appelé à faire de la modification, de la mise à jour, des changements de nos systèmes qualité. Ou alors au niveau du produit, au niveau des équipements. Il y a bris d'équipement. Vous devez changer d'équipement. Donc,
toutes tous ces éléments-là sont assurés par un processus qu'on appelle le processus de gestion des changements. Donc, tout ce qu'on fait doit être documenté, on l'a déjà dit, et la façon de documenter, ça prend soit un processus de gestion des changements ou alors un processus de déviation. Ça, on l'a déjà vu, les déviations sur YouTube. Vous avez une présentation qui traite de la déviation. OK, et de l'investigation. Je ne vais pas revenir là-dessus. Ceux qui veulent en savoir plus peuvent retourner sur notre page YouTube et vous allez voir déviation. C'est toute une formation d'une heure là-dessus. Mais ici, c'est la déviation, le changement plutôt que nous voulons voir. Le changement, euh, le processus de gestion du changement bien défini a garanti que toutes les modifications soient soigneusement, je dis soigneusement évaluées pour leur impact potentiel sur la qualité. Cela inclut la documentation et la communication appropriée. Vous avez vu? Donc, c'est important que nous ayons évalué les changements ou les modifications qui surviennent à travers notre usine de fabrication de médicaments et voir l'impact de ces changements sur l'ensemble du système qualité donc de l'entreprise ou du procédé ou du produit. Et on veut éviter que le produit ne soit changé. N'oubliez pas qu'avant de mettre sur le marché le produit, nous avons défini des spécifications et que ces spécifications ont été approuvées par les agences de réglementation. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir l'autorisation de mise en marché. Alors, tout changement qui va survenir dans l'usine, que ce soit au niveau du processus de fabrication, au niveau de la documentation, au niveau de la réglementation, au niveau du produit, doit être documenté et évalué par rapport aux spécifications de mise en marché, par exemple. Donc, lorsqu'on fait ça, on va garantir que le produit rencontre à chaque fois, en tout temps, les spécifications de mise en marché. C'est très important. Il est essentiel de documenter chaque changement de manière appropriée afin d'assurer la traçabilité et la transparence dans le processus. OK? Et on doit communiquer ces changements-là au fur et à mesure, que ce soit à notre équipe ou à la direction ou alors aux agences de réglementation. Donc, une communication claire et efficace est cruciale pour informer toutes les parties prenantes des changements et de leurs implications. OK? Donc, ici, il n'y a pas à dire que non, ce changement, je vais le cacher parce que c'est pas bon pour le produit, etc. Non, on n'est pas dans cet esprit-là. Ce qu'on veut, on veut de la transparence, on veut de la traçabilité, on veut rencontrer les exigences euh, du produit, on veut assurer la conformité aux spécifications de mise en marché. Donc, pour faire ça, on doit être transparent, on doit dire les choses telles qu'elles sont. S'il y a un bris, il faut dire qu'il y a un bris. S'il y a une perte de matière, il faut dire qu'il y a une perte de matière, etc., etc., etc. Donc, ce sont une façon de se comporter de façon transparente pour assurer la qualité du produit. Tout, tout élément qui va être à l'encontre du système qualité va porter préjudice à la qualité du produit, à la sécurité du processus et à la sécurité du patient. Mettez ça dans la tête. Donc, c'est très essentiel, c'est primordial même de suivre scrupuleusement tous les conseils, toutes les procédures et d'assurer un changement documenté, okay? Euh, et de communiquer les changements. Par exemple, sur une ligne de production, s'il y a un changement d'un équipement et que la sécurité de l'équipement a été modifiée, il faut que tous les opérateurs soient au courant. Sinon, il va y avoir un accident. Quelqu'un qui n'est pas au courant, qui n'est pas informé donc de la chose, de changement de cap, de changement d'équipement, etc., peut faire une erreur. Et ça, on veut l'éviter. C'est pour ça que le changement est un processus très important au niveau de la gestion de la qualité. Et à ne pas confondre avec les changements qu'on fait habituellement chez nous, etc. Ici, ça doit être documenté. D'ailleurs, ça fait partie intégrante du système qualité. Donc, vous devez scrupuleusement
suivre aussi le système de qualité. Ensuite, intégrer l'évaluation de risque dans le système qualité. Évidemment, c'est pas quelque chose qui doit être pris à l'écart, prise à l'écart parce que le système qualité fait partie intégrante, c'est le contraire, le risque, l'évaluation de risque fait partie intégrante donc du système qualité. Lorsqu'on gère le système qualité automatiquement, on va gérer les risques parce que ça va ensemble. Okay? Donc, les prises de décision éclairées va dépendre donc de la capacité à avoir tous les éléments qui sont liés donc à cette décision-là. Donc, c'est-à-dire, avant de prendre une décision, vous devez avoir tous les faits, vous devez avoir toutes les informations, vous devez avoir toutes les connaissances nécessaires avant de décider de quoi que ce soit. Il n'y a pas à dire je pense que ou je crois que. J'ai déjà dit ça. Ces verbes-là, on ne veut pas ça en pharmaceutique. En pharmaceutique, on s'assure que, OK? Toujours s'assurer que c'est ça la chose, s'assurer que c'est vers ça qu'on va, s'assurer que si on faisait ça comme ça va être bon. Il n'y a pas de je pense que ou je crois que. Donc, c'est pour ça que la prise de décision est basée sur la connaissance. Donc, pour prendre une décision au niveau du changement, il faut que le changement soit documenté, évalué par rapport à ses conséquences, euh, à son impact sur l'ensemble. Donc, des éléments du système qualité ou alors sur le produit, sur l'autorisation de mise en marché, etc., etc. Donc, et c'est grâce à ces informations qu'on va quand même prendre des décisions éclairées. Ensuite, on va renforcer la conformité via le système de gestion du risque. Évidemment, lorsqu'on connaît les risques qui vont survenir pour telle chose, on est en même de prendre des mesures adéquates pour éviter ces risques-là d'arriver. Donc, ce qui automatiquement conduit à renforcer la conformité donc de notre processus de fabrication et aussi la conformité du produit. Donc, une évaluation des risques intégrés améliore la conformité réglementaire en identifiant les domaines à risque dans le système qualité. Voyez? Donc, en conclusion, je veux dire que l'intégration ou intégrer l'évaluation des risques dans le système qualité va permettre de prendre des décisions éclairées concernant les processus et de renforcer la conformité réglementaire. Ensuite, lorsqu'on fait tout ça et que on a amélioré le processus, on a tenu compte de la gestion des risques, ok, on a documenté les faits, on a géré nos changements. Il faut parler de la performance et de l'efficacité donc de notre système de qualité. J'avais dit que le système qualité, c'est toujours par rapport à la connaissance du produit, à la connaissance du procédé et aussi euh, ce que nous voulons mettre en place, notre vision par rapport à cette qualité-là. Donc, le système qualité ne se bâtit pas au hasard. OK? Ça répond à une certaine problématique liée à la qualité du produit ou alors au produit lui-même, au procédé de fabrication. Toujours ayez ça en tête. Donc, mettre en place des mesures de performance du système qualité vient dire qu'on veut s'assurer que notre système qualité répond de façon précise à nos objectifs qualité qui sont définis par le personnel donc, de l'entreprise. Donc, la performance du système qualité peut être mesurée à l'aide d'indicateurs clés qu'on appelle les indicateurs de performance. C'est quelque chose qu'on peut définir. Ces mesures aident à évaluer l'efficacité des systèmes en place et à identifier les domaines à améliorer. Vous voyez? Donc, par exemple, un des indicateurs qu'on peut avoir, c'est combien des lots qui sont rejetés au cours de l'année, OK? Euh, ou des lots non conformes, des batchs non conformes, ou des produits manqués ou des rebuts, etc. Donc, il y a plusieurs éléments qui vont servir d'indicateur au niveau de la performance de notre système qualité, puisque le système qualité veut nous permettre d'assurer la conformité aux exigences
Donc, si vous faites un produit aujourd'hui et que le produit est non conforme, ça peut servir d'indicateur au niveau du système qualité. OK? Donc, on peut dire, bon, le nombre de non-conformité sur un mois ou sur 3 mois ou sur un an va déterminer l'indicateur clé de la performance de notre système qualité ou de notre système de production. Donc, si on produit 1000, OK, et qu'on a 600 produits qui sont non conformes, on a un problème. Tu fais 1000 produits et parmi les 1000, il y a 600 qui sont non conformes. Cela veut dire que le système qualité n'est pas performant. Donc, et d'ailleurs, vous allez courir rapidement à la perte qu'autre chose parce on produit des non-qualités finalement. Et ça a un coût. Donc, c'est très coûteux, la non-qualité. Donc, pour éviter ces coûts inutiles, c'est-à-dire, on dit souvent en jargon, jeter son argent par la fenêtre. Donc, au lieu de jeter son argent par la fenêtre, il vaut mieux assurer une performance de votre système qualité dans son ensemble et produire la qualité euh, à chaque fois. C'est ça le but donc de ce que nous appelons tantôt les outils pour l'amélioration continue de PDCA, la route de Deming, et aussi la méthodologie Six Sigma qui nous permet de réduire les variations au niveau des procédés, et aussi la méthodologie Lean qui permet de réduire le gaspillage au niveau de notre procédé de fabrication. Donc, euh, le 5S viendra mettre de l'ordre dans nos affaires, OK? Et puis, voilà, on va être performant. Donc, c'est important d'évaluer l'efficacité de notre système qualité par rapport à ce que nous faisons. Donc, en définissant des indicateurs clés. OK? J'ai donné des exemples ici tantôt. Donc, d'autres exemples, peut-être le nombre de déviations qu'on a par année ou par mois, c'est un indicateur. Le nombre de produits qui sont mis en marché d'un seul coup, sans retravail, par exemple. Ça aussi, ça peut être un indicateur de performance de notre système qualité. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est à vous de déterminer quels sont les éléments qui vont euh, prédire l'efficacité de votre système. Donc, ça peut être, vous pouvez en avoir plusieurs ou avoir certains, donc des indicateurs clés qui permettent de définir et de rendre compte donc de la performance de votre système qualité. C'est très important à avoir parce que ce sont des éléments qui sont mesurables et atteignables. OK? Ici, il y a quelques exemples ici par rapport à cela. Donc, les indicateurs et métriques de qualité, il y a le taux de non-conformité que j'ai dit tantôt, les résultats des audits internes, donc santé du système qualité, etc., etc. Donc, les indicateurs de qualité tels que le taux de conformité, etc., vont permettre donc d'assurer un certain contrôle vis-à-vis de notre système qualité. Donc, ce sont des éléments à prendre en compte parce que très important de vérifier ou de mesurer la performance donc de son système qualité. Euh, Là, on parle d'audit et revue de qualité, étant donné au niveau des indicateurs métriques, il y a le résultat des audits. Donc, qui dit résultat des audits ou des inspections va parler donc je vais dire, de la conformité de notre système qualité par rapport aux exigences de réglementation. Donc, il y a l'importance des audits ou des inspections qui sont faites, donc qui nous permettent de garantir la conformité avec les normes établies. Ça, c'est le rôle principal des audits ou des inspections. OK? On veut savoir si l'entreprise respecte les réglementations en vigueur ou les lignes directrices qui sont en place. Ça, c'est un. Ensuite, il y a l'identification des améliorations. Donc, les revues de qualité vont permettre d'identifier les opportunités d'amélioration au sein des systèmes et processus en place. Pourquoi on prend une revue de qualité au sein de l'entreprise? Parce que c'est un outil qui nous permet d'être proactif par rapport aux audits et par rapport aux inspections. Donc, lorsqu'on fait une revue, nous-mêmes ou un audit interne, je vais appeler ainsi,
Ça nous permet de déceler à l'avance les manquements, les points à améliorer au niveau de notre système et ne pas attendre que ce sont les inspecteurs ou les auditeurs qui nous montrent que nous sommes en défaut par rapport à la réglementation. Souvenez-vous que j'avais dit la gestion de la qualité doit être aussi proactive. Donc, il faut anticiper sur ces éléments-là. Des fois, ça prend des vérifications indépendantes. Donc, ces évaluations offrent aussi une vérification indépendante du système qualité qui va garantir l'objectivité et la fiabilité des résultats. Donc, il y a plusieurs façons de faire au niveau des audits et des revues qualité. Mais essentiellement, notez qu'on peut appeler des consultants externes pour venir auditer nos systèmes qualité, pour nous donner leur avis, pour voir, c'est-à-dire qu'il faut demander une personne tierce de regarder ce qu'on fait et de dire si nous sommes en conformité ou pas. Ça, c'est essentiellement les audits. La revue qualité se fait à l'interne. La revue qualité, ce sont les gens du département de qualité qui vont faire la revue qualité. C'est-à-dire, ils prennent du temps pour revoir tout leur système et voir où ils peuvent améliorer, s'il y a des points à améliorer, ou alors définir la performance de leur système à travers des métriques, à travers des indicateurs de performance. Et l'autre point, l'inspection. L'inspection, c'est par rapport à la réglementation en vigueur dans le pays ou dans la région. Et ça, ce sont les agences de réglementation qui vont conduire des inspections maintenant pour voir si l'entreprise respecte les lois et règlements qui sont en vigueur. Vous voyez la différence? Donc, tout ça, ça fait partie intégrante donc, du système qualité. Et on doit en tenir compte. OK? On doit avoir des procédures là-dessus pour passer à travers à chaque fois. Quelques applications ici pour finir. Ce jeudi, qualité. Donc, ici, on va voir que l'amélioration des processus de qualité, donc les lignes directrices ICHQ10, ont permis d'optimiser les processus de qualité dans diverses entreprises, augmentant ainsi l'efficacité opérationnelle. Donc, il existe plusieurs exemples concrets où les lignes directrices ICHQ10 ont été mises en œuvre avec succès, conduisant à des améliorations significatives dans le processus. Donc, que ce soit au niveau de la conformité réglementaire ou alors au niveau de l'implantation de ces mesures, de cette ligne directrice. Donc, si vous avez l'occasion dans votre entreprise, en fait, ce sont des lignes directrices très simples, hein, mais ça prend quand même des ressources et une certaine connaissance pour pouvoir les mettre en place et pouvoir en tirer profit. C'est sûr qu'une fois que c'est fait, c'est facile à gérer puisque ça fait partie intégrante de nos systèmes qualité. Donc, ça permet d'être en conformité avec nos propres procédures d'abord et puis d'être en conformité avec les exigences de réglementation. Donc, au niveau des études de cas dans le développement pharmaceutique, ça, c'est notre prochain chapitre qu'on va voir. En fait, c'est pour ça que cette présentation aujourd'hui, c'est de prérequis pour le développement pharmaceutique. Vous allez voir que les études de cas dans le développement pharmaceutique illustrent bien comment les entreprises ont appliqué les principes de cette réglementation, de cette ligne directrice, je veux dire ICHQ10, pour optimiser leur processus et assurer la qualité des produits. Donc, comme je le disais, il faut l'appliquer, il faut mettre ça en pratique pour pouvoir en tirer tout le plein potentiel. Donc, c'est très important, cette ligne directrice, qu'on va développer encore davantage lorsque nous allons euh, faire des présentations sur le développement pharmaceutique, aller dans le vif du sujet qui est la qualité à travers le processus de fabrication. Donc, vous avez vu que le principe de ICH fournit des lignes directrices de façon générale pour le système qualité, donc dans l'industrie pharmaceutique. Ensuite, ça nous permet d'optimiser nos processus de fabrication. Donc, une fois mis en place, ça permet d'éliminer les risques, de gérer les risques, d'être proactif, d'assurer le développement, de réduire les coûts
etc., etc. Donc, tous ces éléments-là vont à l'avantage donc de l'entreprise. Ensuite, la qualité du produit, ça, on ne le dira jamais assez. À chaque fois, le bien fondé de ça, c'est d'assurer la qualité du produit et la sécurité du patient. Donc, ce sont des éléments très essentiels que nous devons prendre en compte et qui jouent à notre faveur. Les leçons apprises et meilleures pratiques, évidemment, tirer les leçons apprises des études de cas, c'est toujours essentiel parce que l'analyse des études de cas permet d'en tirer des leçons précieuses pour l'amélioration des processus. Euh, c'est important de tirer toujours, de faire un post-mortem pour ce genre de choses pour avoir des retours. OK? C'est avoir des retours, c'est-à-dire identifier les meilleures pratiques, savoir où, quel point ils sont à améliorer. Donc, ce sont des éléments qui vont nous permettre euh, d'asseoir et véritablement notre vision de la qualité et aussi la conformité donc par rapport aux exigences réglementaires. Donc, en examinant tout cela, il est essentiel de tirer des leçons et d'identifier les meilleures pratiques qui peuvent être adaptées donc dans d'autres contextes pour améliorer la gestion de la qualité. Et ce qui est sûr, euh, comme je l'ai dit au début, que ce soit notre présentation sur la gestion de risque ou alors cette présentation-ci sur le système qualité, ce sont deux éléments essentiels que nous allons utiliser lors de nos prochaines lives sur le développement pharmaceutique parce que ce sont les bases, OK, qui vont servir à développer euh, notre produit pharmaceutique, étape par étape et en suivant le principe de la conception de la qualité à travers le processus de fabrication. Donc voilà, pour finir, euh, je crois que les lignes directrices ICH Q10, ICHQ10 euh, fournissent donc un cadre solide pour le système qualité pharmaceutique. OK, c'est important de le souligner. Et ici, vous voyez que j'ai mis un exemple. Ça, ce sont des choses typiques donc des BPF, hein. Donc, le système qualité, c'est pas les BPF. Les BPF sont les lignes directrices qui sont conçues pour la fabrication des produits. Par contre, pour bâtir le système qualité, on a besoin des BPF. Parce que les BPF, ce sont des lois et qui nous permettent d'assurer voilà, qui nous dicte une façon de faire, que ce soit au niveau des locaux, au niveau de l'hygiène, au niveau de la maîtrise de la qualité, au niveau du personnel, au niveau du contrôle, qui est aussi documentation, etc. Nommez-les. Donc, et à travers ça, il y a des processus comme déviation, change control, CAPA, OK, et puis les autres processus de gestion de la qualité. Donc, euh, euh, cette ligne directrice rassemble tout cela, OK? Et la gestion de risque aussi qui va avec. Donc, on a tout ça ensemble. Et c'est ça qui va nous permettre d'avoir un système de qualité fiable, efficace et qu'on va améliorer continuellement. Il y a aussi ce que nous appelons euh, la conformité. Donc, le ICHQ10 permet aussi aux entreprises de garantir la conformité euh, tout en maintenant les normes élevées. Donc, ce sont des choses dont on a besoin pour notre système qualité. Donc, une fois que c'est mis en place, cela nous permet euh, d'assurer la conformité de notre système. OK? Donc, que ce soit au niveau des procédés, au niveau du produit ou alors l'ensemble de l'usine et même au-delà. Donc, je parle de la distribution et de la commercialisation. Donc, c'est essentiel de revenir sur ces éléments-là au niveau de cette partie conclusion. Donc, on avait dit, donc, l'ICH permet d'avoir un cadre solide de qualité. Ensuite, assurer la conformité, que ce soit
vis-à-vis de la réglementation, ou alors au niveau du produit, au niveau du procédé. Ensuite, on va voir que, il y a un volet amélioration continue de la qualité. Donc, comme je l'ai dit, c'est un système dynamique qui évolue avec l'entreprise et avec le produit, le cycle de vie du produit. Donc, à chaque fois qu'on évolue avec le cycle de vie du produit, s'il y a un changement, c'est documenté, on voit l'impact, on améliore, on apporte des modifications à notre système qualité et on avance. Et aussi, lorsqu'on va au niveau des agents de réglementation, s'il y a des mises à jour au niveau de certaines réglementations, on en prend compte, on, on met le système de changement en branle, on met à jour nos procédures et on met à jour le système qualité que nous avons en place. Tout ça, c'est pour assurer la conformité du produit et aussi la sécurité du patient. Donc, les 7 principes du management de la qualité ou de gestion de la qualité, vous l'avez. Il y a le leadership. Donc, on doit être capable d'assurer un certain leadership. On doit impliquer le personnel. Souvenez-vous, on avait dit que le processus doit aller vers tout le monde et tout le monde est responsable donc de la qualité. On a une approche par les processus, c'est-à-dire qu'il faut définir les processus one by one, un par un, pour que ça soit clair, pour que chacun soit responsable des activités à faire. On a parlé de l'amélioration continue. Évidemment, le système qualité doit être maintenu et amélioré de façon continue. Il y a la prise de décision par les preuves, comme on l'a dit. Donc, ne pas prendre des décisions au hasard, c'est tout ce qui concerne, je pense que ici, on s'assure avec la connaissance du dossier, les preuves, les évidences et prendre des décisions basées sur les faits. OK? Donc, en relation avec les fournisseurs, nos fournisseurs doivent être impliqués dans la gestion de qualité. On doit les impliquer parce que ce sont eux qui fournissent peut-être du matériel ou des matières premières. Et les matières premières, on doit assurer un certain contrôle, une certaine qualité de ces matières premières-là. C'est pour ça qu'il faut les intégrer dans notre système qualité. Ensuite, ensuite et enfin, une approche orientée client. Évidemment, ce sont les clients qui sont les maîtres du jeu. Euh, les écouter lorsque les clients vont porter plainte, prendre en compte leurs plaintes et essayer de travailler là-dessus et leur apporter satisfaction. C'est pour assurer quand même une distribution efficace des produits. Donc, ce sont l'ensemble des éléments qui viennent soutenir donc la gestion de la qualité au sein d'une entreprise. Lorsqu'on fait ça, on est sûr euh, d'avoir conquis la majorité donc, de notre clientèle et de mettre en place un système efficace en place. Pour terminer avec la conclusion, ben, la ICH nous permet de renforcer la confiance des consommateurs. Okay? Donc, une meilleure qualité et conformité renforce la confiance des consommateurs envers les produits pharmaceutiques, créant ainsi des relations durables. Donc, voilà les éléments de conclusion. Donc, merci beaucoup pour avoir suivi cette présentation avec nous ce matin, jeudi qualité, ce jeudi 10 juillet 2025. Ça nous a fait plaisir de parcourir tous ces éléments avec vous. N'oubliez pas que ce sont des éléments, ce sont des prérequis pour le développement pharmaceutique que nous allons voir. Ici, on a des auto-formations, des formations en ligne sur mivado.com que nous pouvons aller écouter, regarder. Donc, ce sont des auto-formations qui sont certifiantes. Donc, vous allez avoir une certification là-dessus et que vous pouvez documenter dans vos CV. Et aussi, je profite pour vous dire que nous avons cette formation sur les bonnes pratiques de fabrication. C'est une formation aussi avec attestation de formation. Donc, c'est en ligne, c'est une auto-formation que vous pouvez suivre à votre rythme. Donc, voilà ce que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Et je vous dis merci et à la prochaine.